Eh bien bonjour, bienvenue pour ce second tutoriel consacré au formulaire d'Elementor Pro. Donc dans le premier tutoriel, nous avons vu les champs personnalisés qui constituent un formulaire. Dans ce deuxième tutoriel, nous allons continuer à découvrir ce widget et nous allons voir comment le personnaliser au niveau graphique. Donc on se retrouve sur Elementor Pro pour continuer l'exploration. Alors, sur Elementor Pro, j'ai donc remis le formulaire que nous avons utilisé dans le premier, enfin que nous avons découvert ensemble dans le premier tutoriel, à savoir constitué de trois champs spécifiques, un champ nom, un champ email et un champ message. Comme on voit, lorsque l'on crée un formulaire, il arrive assez, voilà, c'est assez standardisé, donc on va devoir le styliser. Et les stylisations, on va y accéder dans l'onglet Style, en sélectionnant le formulaire, tout d'abord en cliquant sur le petit crayon. Et dans Style, nous allons voir les différents onglets qui vont constituer toutes les parties qui vont nous permettre de changer l'aspect graphique du formulaire. Alors la première partie, c'est le formulaire lui-même, ça va jouer sur l'intégralité du formulaire. Ensuite, ça va concerner chaque champ, donc on va changer l'apparence graphique du champ, puis on va changer l'apparence graphique du bouton, ici, et ensuite on va pouvoir les messages avoir aussi, donc les messages c'est ce qui va être affiché quand on va par exemple envoyer le formulaire, on va pouvoir les styliser à partir de là, et ensuite on a les formulaires à étapes qu'on verra dans un tutoriel différent. Je consacrerai un formulaire pour, un tutoriel pardon, pour les formulaires à étapes. Donc, on commence par le formulaire lui-même. Alors là, on a d'abord les deux principaux réglages qui sont les colonnes, enfin l'espace entre les colonnes et l'espace entre les rangées. Alors là, étant donné qu'on a des widgets, enfin des champs qui font 100% de la largeur de la colonne, donc le colonne gap ne va pas fonctionner puisque d'ailleurs on a un S à colonne, il faudrait qu'on ait plusieurs colonnes de contenu. Donc là, pour l'instant, le premier ne fonctionne pas. Par contre, les rangées, ça va fonctionner et ça va nous permettre de décaler, d'insérer donc des espaces entre les différentes rangées qui constituent notre formulaire. Si on veut pouvoir gérer l'espace entre les colonnes, alors ce qu'il suffit de faire, c'est de donner des largeurs différentes de 100% à chacun des champs. Donc je vais dans le contenu, je prends le nom, vous vous rappelez, dans la largeur de la colonne, je vais mettre par exemple 50%. Voilà, de la largeur. Ensuite, je vais aller dans Email. Je vais mettre aussi en largeur 50%. Donc là, les deux vont rentrer sur une seule ligne. À partir du moment où j'ai donc plusieurs colonnes dans mon widget formulaire, je vais pouvoir aller dans Style. Et là, l'espace entre les colonnes, c'est-à-dire les 10 pixels qu'on trouve ici, c'est des unités en pixels, ça va fonctionner. Et on voit qu'on va pouvoir rentrer... Alors, ça s'appelle une gouttière, ça, en termes de mise en page. Gutter en anglais, et ça va permettre de séparer les colonnes. Donc si j'ai plusieurs colonnes, ça va me permettre de mettre de l'espace, et on verra dans un autre tutoriel que l'espace c'est fondamental en web design, c'est les espaces qui créent les mises en page. Donc là voilà, on peut ainsi gérer l'espace entre les différentes colonnes. Ensuite on a, après l'espace entre les rangées, ici, on a l'espace des labels, c'est-à-dire des champs qui sont au-dessus des textes qui sont au-dessus des champs et du champ lui-même. Donc cet espace aussi est en pixels. Et donc ça me permet de venir mettre de l'espace entre les différents labels, entre les différentes étiquettes ici, votre message et nom, et le champ qui suit au-dessous. Donc ça c'est très important, il faut vraiment travailler ces espacements parce que c'est ce qui va donner un look à votre formulaire. Et ensuite, on a aussi un contrôle sur les champs HTML. Alors si je fais ça, il ne se passe rien à l'écran parce que je n'ai pas de champ HTML. Mais imaginons qu'en premier élément, j'ajoute un champ de type HTML. Donc là, je mets formulaire de contact, par exemple, de contact. Voilà. Ensuite, ce champ-là, je vais le mettre en première position, au-dessus. Voilà, il est donc là, formulaire de contact. Alors, je mets à jour et je vais recharger parce que j'ai peut-être une incompatibilité avec une extension dans Chrome. Donc, il faut que je rajoute, voilà, il est passé au-dessus, formulaire de contact. C'est un champ HTML. Donc, comme on avait vu précédemment, on peut le personnaliser avec des balises HTML. Par exemple, je peux mettre un titre H2 si je veux, ou H1. Voilà, de façon à avoir un titre qui soit beaucoup plus gros. Ensuite, je ferme ma balise ici.
Et maintenant que j'ai mis un champ HTML, je vais pouvoir aller ici dans l'espace du champ HTML. Voilà, là maintenant ça va fonctionner. Et on peut insérer des espaces entre les différents champs HTML qu'on aurait sur le formulaire et le reste du formulaire. Voilà. Donc ça, c'est des espaces très importants. Ensuite, on a évidemment pour les étiquettes, c'est-à-dire les labels et les champs HTML eux-mêmes, des notions de couleur et de typographie. Alors on verra plus tard qu'il vaut mieux travailler avec des couleurs définies une fois pour toutes sur le site, hein, c'est ce qu'on appelle les couleurs globales et les typographies globales. Mais pour l'instant, on va utiliser le chip d'à côté qui est choisir la couleur. Donc là, par exemple, je peux passer tous mes labels en bleu, par exemple. Donc si je fais ça, vous voyez, tous les labels passent en bleu. Et la typographie, alors très, très important aussi, hein, parce que typographie, ça couvre beaucoup de propriétés appliquées au texte, notamment la police de caractère, la taille du texte, la graisse, c'est-à-dire l'épaisseur des caractères. Est-ce que la transformation, est-ce qu'on les veut en majuscules, en minuscules? Le style, est-ce qu'on veut que ce soit italique, normal? La décoration, souligné, surligné, ainsi que la hauteur de ligne et l'espacement des lettres. Alors ça, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien renseigner, hein. Donc là, par exemple, si je veux mettre mes labels en bleu et en gras, je vais donc avoir dans Text Color bleu, donc ça c'est fait, et dans la typographie, je vais mettre une graisse bold, par exemple, voilà, et donc du coup, tous mes labels deviennent bleus et gras. Donc là, je gère la graisse, alors j'ai bold, ou alors j'ai, suivant les polices utilisées, un nombre qui, plus il est important, plus la graisse va être importante. Hein. Donc ça dépend, si je fais 200, par exemple, je vais avoir un caractère très très fin, mais si je fais 900, je vais avoir un caractère très très gras. Donc évidemment, il faut choisir entre ces deux. Alors attention que ça dépend des polices que vous avez sélectionnées ici, la police, ici, hein, la famille. Alors ça, on va revenir là-dessus aussi, mais sachez qu'on peut utiliser toutes les polices de Google, pratiquement, alors pratiquement toutes, hein, c'est-à-dire il y en a presque 900. Elles sont accessibles dans ce menu ici, hein, ce widget de sélection de menu. Donc si par exemple je choisis Open 100, qui est une police que j'aime bien, voilà, Open 100 qui est jolie, et bien en même temps la police définit un certain nombre de graisses. Voilà, donc là je vois que 600 c'est défini, 700 c'est défini aussi, 800 c'est défini, donc il y a beaucoup de graisses différentes, et ça on verra après comment sélectionner des polices qui ont beaucoup de graisses de façon à pouvoir jouer au niveau du design sans devoir changer de police, mais simplement en jouant sur la graisse des caractères et la taille des caractères. La taille, je le rappelle, est ici, hein. Alors en pixels, en unités relatives, on verra tout ça aussi ultérieurement. Là je reste en pixels, et si je veux mettre par exemple une taille de 18 pixels, voilà, je monte la taille de mes champs, et donc automatiquement tous mes champs auront 18 pixels de haut, seront en graisse 500 et en police Open 100. Open 100, oui, c'est ça. La hauteur de la ligne, c'est important aussi parce que ça va jouer aussi sur les interlignes, parce que c'est appliqué au label, donc ça va monter la taille des... Ça permet aussi de mettre des espaces entre les labels et les champs. Et l'espace des lettres, aussi très important, c'est les espaces entre chacune des lettres. Et là, ça nous permet de vraiment avoir des mises en page personnalisées, très design, en jouant sur l'espace des lettres. Donc ce qu'il faut toujours faire, alors si je supprime les valeurs, sont appliquées des valeurs standards, hein, par défaut, mais il faut voir que généralement on va essayer de faire en sorte de travailler tous ces champs-là de façon à avoir un formulaire qui soit très personnalisé. Alors je continue sur les champs maintenant eux-mêmes, c'est-à-dire ces parties-là, hein, la partie des champs, où on a la couleur du texte, donc la typographie comme toujours, la couleur de fond. Alors la couleur de fond, c'est la couleur de fond du champ. Hein, je peux mettre un champ par exemple un petit peu gris, voilà, comme ceci. On voit des bordures, donc c'est la largeur de la bordure ici. Par défaut c'est 1 pixel, mais je peux mettre plus, hein, 2, 3, enfin voilà, je peux monter comme je veux les bordures. Je peux même découpler les valeurs, c'est-à-dire au lieu d'avoir une bordure partout, je pourrais mettre une bordure par exemple de 1 pixel uniquement en bas. Donc je désactive, je mets 0 à droite, 0 à gauche et 0 en haut. Et donc là qu'on voit automatiquement, j'ai uniquement une bordure en bas, ce qui me donne une espèce d'effet d'ombré. Et j'ai aussi des radius, hein, c'est-à-dire que je peux appliquer un arrondi à mes bordures. Alors si je mets par exemple 96 pixels, voilà, ça me permet d'arrondir
on va mettre 64 ou 48, ça me permet d'arrondir mes champs, et donc ça permet de faire un petit peu ce que je veux. Alors bon, là on met la valeur qu'on veut, hein, suivant le taux d'arrondi qu'on souhaite, comme ceci par exemple. Donc là on peut jouer, il y a beaucoup de possibilités entre les couleurs des bordures, les largeurs d'épaisseur des bordures. Alors sur 4 valeurs chaque fois les bordures, hein, c'est-à-dire on a haut qui correspond en haut à gauche, on a droite qui correspond en haut à droite, on a bas qui correspond en bas à droite, et on a gauche qui correspond en bas à gauche. Donc voilà, donc ça c'est les valeurs qu'on a. Tout est découpable, hein, donc oui, on peut les découpler. Donc si je clique sur le lien, ben à ce moment-là on change les valeurs une par une, et si j'ai le lien activé, les valeurs changent toutes à la fois. Pour les champs c'est fini. Pour le bouton, ben, on va avoir à la fois le bouton et puis les étapes suivantes et précédentes si c'est un formulaire à étapes, que nous verrons ultérieurement. Mais là, en tout cas, sur le bouton lui-même, on a 2 états qui sont très intéressants et indispensables. Hein. C'est l'état à l'état normal, c'est-à-dire normalement, quelle est la couleur de fond du bouton. Alors si je mets par exemple, ben, j'ai un bouton qui, par défaut, est bleu. Voilà, donc là on voit que le bouton va devenir bleu. On a la couleur du texte aussi blanc. On a, alors ça concerne les next et submit, donc c'est étape suivante et bouton envoyé, ou étape précédente. On a un découplage entre les 2 valeurs. Mais si je veux par exemple jouer sur le fait que quand je passe la souris dessus, la couleur change, eh bien je vais avoir l'état, en plus de normal, j'ai hover, c'est-à-dire au survol en anglais. Et là, je vois qu'au survol, eh bien, le submit button, c'est-à-dire le bouton envoyé, est noir, donc c'est pour ça qu'il apparaît en noir. Mais si je veux mettre une couleur différente, par exemple rouge, voilà, quand je vais survoler le bouton, il va devenir rouge. Donc ça me permet de personnaliser exactement comme je veux mon bouton envoyé, avec évidemment les couleurs de texte et le bouton précédent. Bon, ça on verra sur autre chose. On a aussi l'animation, on peut générer une animation au survol. Donc on va sur au survol et on peut par exemple... grow, ça veut dire augmenter la taille du bouton, hein. Donc là ça donne ça. Voilà, ça peut permettre de montrer voilà, que le bouton est réactif. Bon, ça on voit pas très souvent, mais bon, je vous le montre quand même. Ou shrink, le réduire. Voilà, alors il faut être très... les animations, il faut y aller très avec parcimonie, quoi, hein, parce que sinon ça devient un arbre de Noël et c'est pas le but. Donc les animations, si on en met, c'est très peu et il faut vraiment qu'elles aient un intérêt, sinon voilà, on ne met pas d'animation. On termine par le border radius, c'est-à-dire le rayon des bordures, alors qui par défaut, on voit qu'on a un petit rayon qui fait que le bouton n'est pas carré. Si je mets 0, là on va avoir un bouton vraiment carré, hein, regardez, donc là c'est vraiment carré. Et si on veut un bouton arrondi, ben on va mettre par exemple 24 pixels, et là on va arrondir comme ceci le bouton, mais rien ne m'empêcherait de découpler les valeurs, et de mettre 24 uniquement en haut, par exemple, et en bas, si je mets 0 aux autres, et là donc du coup ça me fait un bouton qui est très stylisé avec un arrondi en haut et un arrondi en bas à droite. Tous les cas sont possibles et d'où l'intérêt de faire une maquette avant pour avoir une idée de vers où on veut aller. Ensuite on a le text padding. Alors le padding, c'est-à-dire la marge interne, c'est-à-dire la marge qu'il y a entre le texte et les bords du bouton. Si je mets 0, regardez ce qui se passe. Hop, je mets 0 donc normal, text padding 0, donc là on est calé sur les valeurs normales, et si j'augmente les valeurs, alors, 96, voilà, donc en fait c'est des marges qui sont situées à l'intérieur du bouton, hein, qui permettent de gérer la hauteur du bouton, voilà, fonction. Alors il y a une hauteur minimum, hein, c'est pour ça qu'il ne réagissait pas quand j'ai commencé à le traiter avec son paramètre. C'est que dès qu'on dépasse les valeurs par défaut, par rapport à la taille par rapport en fait à ça, hein, c'est par rapport à ce qu'on a mis là dans la typographie, la hauteur des lignes, la taille des caractères, etc. Ça crée des marges internes par défaut. Et donc quand on dépasse, eh bien ça permet d'isoler un texte. Si je voulais le mettre en majuscule par exemple, eh bien j'irai dans la typographie. Dans la transformation, je bascule en majuscule. Ensuite, dans la graisse, je mets par exemple 600 pour que ce soit plus grand. Dans la taille du bouton, eh bien, je vais le mettre en beaucoup plus grand. Voilà, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec cette stylisation. Et le tout, c'est de trouver quelque chose qui soit harmonieux, qui soit joli pour les boutons. Ensuite, on a les messages. Hein, le message a bien été envoyé, donc c'est le message a bien été envoyé. Il y a une erreur, donc ça, on peut gérer aussi les couleurs et la typographie des messages. Et le dernier widget, enfin le dernier tab, c'est les étapes.
qu'on verra ultérieurement. Alors l'exemple, je vous ai fait un exemple pour vous montrer. Là j'ai stylisé un widget, voilà, comme ceci. Hein. Donc là j'ai simplement fait voilà, le fond des champs dans une certaine couleur. J'ai mis des espacements, j'ai un peu réduit la largeur du formulaire de façon à ce que ce soit joli. Et j'ai fait aussi un troisième exemple. J'ai fait aussi un troisième exemple qui est ici. Voilà, qui n'a absolument rien à voir. Hein. Donc là, j'ai fait un arrondi en haut. J'ai fait un bouton qui est beaucoup plus large, avec télécharger vos images au milieu. Donc voilà. Donc en fait, on peut faire absolument tout lorsque l'on travaille bien ces types de stylisation. Et ce que je vous incite à faire, hein, c'est à vous exercer avec le formulaire contact d'Elementor Pro de façon à bien l'avoir en main pour pouvoir le styliser comme vous le souhaitez et de façon à pouvoir réaliser des formulaires de la manière la plus efficace et la mieux intégrée sur vos sites internet. Alors, après que donc on ait vu les champs qui constituent le formulaire dans le premier tutoriel, la stylisation dans ce deuxième tutoriel que je veux relativement court, on verra dans le prochain tutoriel comment gérer les actions après envoi, c'est-à-dire ce qui se passe lorsqu'on clique sur le bouton envoyer. Donc c'est ce qu'on verra dans le prochain tutoriel. En tout cas pour l'instant, écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de ce tutoriel là. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de façon à recevoir les nouveaux tutoriels que je vais poster régulièrement maintenant. Puisque j'ai les étudiants avec qui je travaille, j'enseigne, sont bientôt en vacances, hein, donc je vais avoir beaucoup plus de temps. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.